Toile étoile, émission cinéma de Béatrice Malige. Toile étoile du 23 juin 2021 et nous sommes avec Pierre-Jean et je vous parle d'un film qui est passé sur Arte dernièrement. Bon, je me suis dit pourquoi ne pas le regarder. C'est vrai qu'il était signé Denis de la Patelière et il faut quand même reconnaître, quand j'ai commencé dans le cinéma, Denis de la Patelière, c'était pas quelqu'un qui était porté au nu. Bon, voilà, il avait pas bonne presse, on le considérait pas comme un très bon réalisateur et voilà, je pense que maintenant aujourd'hui j'ai pris du recul, je comprends mieux. C'est parce que la nouvelle vague avait frappé très fort et avec beaucoup d'efficacité. Donc, comme cette nouvelle vague avec les Truffaut, Godard, Chabrol et autres consorts avait décidé que tout ce qui les précédait était forcément mauvais, eh bien c'est ainsi qu'ils avaient tué, on peut le dire, Denis de la Patelière, Autant Lara, René Clair, Decoing, Clément, Becker, Anatole Litvak, etc., etc. Et il faut quand même reconnaître, heureusement, il y avait Bertrand Tavernier, un type intelligent et cinéphile qui nous a un peu rabiboché avec ces réalisateurs du temps passé. Et quand on regarde le film, eh bien, c'était pas mal du tout. Bon, en attendant, on va écouter tout de suite la bande-annonce de La Rue des Prairies. Donc, c'est un film de Denis de la Patelière. Eh bien, les caméras de Sport Dimanche sont venues rendre visite chez lui à notre jeune champion de France. Chez lui, ou du moins presque chez lui, puisqu'en fait, nous sommes dans le café situé 16 rue des Prairies, c'est-à-dire au bas de l'immeuble qu'habite la famille Neveu. Lou Neveu est entouré de beaucoup de monde, d'admiratrices aussi, tout de suite derrière lui, vous le voyez, car il est joli garçon, ce qui ne gâte rien. En fait, la moitié du quartier semble s'être donné rendez-vous ici, et pourtant l'ambiance demeure extrêmement familiale. À propos de famille, Lou Neveu, je crois que la vôtre est ici ce soir au grand complet. Oui, il y a même le Fernand, là. Monsieur Fernand, qui est, je crois, le cadet de la famille, c'est bien ça? Oui. Un futur champion, n'en doutons pas. Et puis, il y a aussi la sœur de Lou Neveu. Comment vous appelle-t-on, mademoiselle? Odette. Si mes renseignements sont exacts, vous avez 22 ans. Je crois qu'on peut encore le dire, n'est-ce pas? Oui. Et vous exercez la profession de vendeuse dans un magasin de chaussures. Oui. J'entends, mademoiselle, est-ce que vous êtes encore célibataire? Oui, pour l'instant. Alors, nous ne doutons pas que vous ne trouviez bientôt chaussures à votre pied. Et c'est indispensable, plaisanterie étant faite. Je voudrais vous présenter celui sans lequel on ne fêterait pas ici ce soir de maillot de champion de France, celui sans lequel tout ceci ne serait pas arrivé, Monsieur Neveu, l'heureux père de l'heureux champion. Monsieur Neveu, tous ces gens qui sont ici ce soir ont l'air d'être plus que des supporters, ils ont l'air d'être des amis. Vous habitez ce quartier depuis longtemps, je pense? Oh, bah oui, ça fait déjà pas mal de temps. C'était depuis la naissance de mon dernier, là, en 42, quand je suis revenu de prisonnier. Monsieur Neveu, est-ce que vous croyez que Lou Neveu va bientôt devenir professionnel? Ah, bah, ça dépend de lui, hein. Et alors, ceci admis, pensez-vous qu'il devienne un jour champion du monde? Bah, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et nous aussi. Alors, rendez-vous cet été à Amsterdam. Merci beaucoup, monsieur. Ici, la rue des Prairies. À vous, Raymond Marcillac. Odette! Voilà, c'était donc la bande-annonce du film Rue des Prairies, un film de 1959 réalisé par Denis de la Patelière. Alors, vous avez entendu, la première chose que vous avez entendue, c'est la voix de Zitrone qui tient son propre rôle. Voilà, donc c'est le côté intéressant du film, évidemment. Et puis vous avez entendu successivement, et puis surtout Jean Gabin qui fait le père de 3 enfants, et dont un petit dernier, Fernand, qui lui est né au moment du retour de captivité.
Alors, Denis Lapatelière, dont je vous disais tout à fait au début, c'est vrai que on snobait un peu Denis de Lapatelière, et pourtant après je m'en souvenais plus, mais c'est lui qui avait réalisé un excellent film qui s'appelait Taxi pour Tobrouk. Les gens qui l'ont vu, à mon avis, s'en souviennent. C'est un film de 1960 avec Ventura et Aznavour. Il se passe dans le désert. C'est un film de guerre, mais vraiment à la sauce Audiard, voilà. Et puis aussi Denis de Lapatelière, avec des comédiens donc excellents. Et c'est vrai que et puis le scénario de Taxi pour Tobrouk était signé René Havard. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'avais vu le film, parce que René Havard, j'ai eu l'occasion de le connaître. C'était un type assez formidable, très drôle, qui avait écrit le scénario, notamment que mon mari avait justement produit. C'était Aubrac City, qui s'est tourné dans la région. On avait construit un village western. Enfin bon, moi j'étais au montage et je me souviens que de temps en temps j'allais sur le tournage et je faisais justement la femme de René Havard. Il tenait le saloon et moi je faisais Joséphine. Voilà, et on avait vachement ri parce que il est très très drôle. Et en plus de ça, quelquefois, ce qui m'amusait beaucoup, c'est qu'il était un adepte du nudisme. Alors qu'on tournait en pleine garrigue, tout d'un coup, quand vous l'éloigner un petit peu, on le voyait tout nu au milieu de la garrigue, c'était très drôle. Bon, enfin bref, ceci dit, fermons la parenthèse, et ce western, c'était une parodie de western, Aubrac City, avec Jean Amadou, voilà, et donc c'était René Havard, il jouait d'ailleurs, évidemment, je vous le disais, il venait le tenancier du saloon. Voilà, et donc, ça m'a fait plaisir, parce que dans la rue des Prairies, ça je m'y attendais pas du tout, il y est, René Havard, c'est lui qui à un moment propose à Odette, qui est quand même une jolie fille, c'est joué par Marie-Josée Natt, de prendre des photos de publicité. Donc c'est lui qui fait le photographe, voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait un petit clin d'œil et je voulais en parler parce que c'est des gens dont on n'a jamais, on n'en parle pas vraiment. Pourtant, il n'a pas fait n'importe quoi, ne serait-ce que Taxi pour Tobrouk, entre autres. Voilà. Bref, l'intérêt de je reviens au film Rue des Prairies. Je crois qu'un des grands intérêts de ce film, c'est une vision remarquable de la France, de Paris surtout, au lendemain de la guerre. Et Denis de Lapatelière filme avec un œil bienveillant, amusé, généreux. Il cadre de très près les personnages, il les fait exister et en même temps il les laisse dans leur jus. C'est-à-dire ce côté gouailleur du parigot qui a malheureusement un peu disparu. Dis donc Mimi, là, dis donc, tu vas dans le Midi, alors dis donc, tu vas prendre la bagnole, tu vois, c'était ça quoi. Et c'était quand même très très rigolo. Ça c'est vrai que malheureusement aujourd'hui c'est dis donc, papon, on a changé complètement d'accent, comme vous le savez, évidemment. Bon bref, donc ce film, La Rue des Prairies, ça montre les rues, les bistrots, les marchés, ça montre ce que l'on mange, ce que l'on boit, on voit aussi toutes les voitures de l'époque, comment on s'habillait, et puis cette camaraderie, les potes, vous voyez, autour du zinc, là, on se boit un petit blanc. Voilà, il y a un côté très sympa. On voit aussi que c'est une ville qui est en reconstruction. Je crois que c'est du côté de Sarcelles d'ailleurs, mais enfin ça je connais pas suffisamment Paris pour le dire avec précision. Donc des constructions, il y a le travail aussi, la façon dont on travaille, et puis il y a aussi les loisirs. On voit notamment du canotage sur la Seine, et puis alors j'ai envie de dire que le clou du film c'est presque le vélo, qu'il faut pas confondre avec la bicyclette. Alors pourquoi ? Parce que les dialogues sont de Audiard, et Audiard il est à son aise sur le vélo, parce que le vélo et lui c'est une sacrée histoire, une histoire sacrée. En tout cas, il s'en est jamais caché. On peut voir des tas d'interviews où Audiard parle du vélo, de la petite reine. Et évidemment, avec ces dialogues extrêmement percutants, fins, drôles, ils sont d'autant plus drôles, j'ai envie de dire, qu'ils sont dits par Gabin et qui sait parfaitement dire du Audiard, de la même façon qu'on le verra plus tard, Bernard Blier, Ventura, Pousse aussi, c'était un acteur, c'était un second rôle, mais qui faisait toujours des gangsters, mais un peu c'était quand même un peu les pieds nickelés, hein, voilà. Donc tout ça est formidable et c'est charmant. Donc je ne sais pas pourquoi Denis de Lapatelière a été comme ça jeté par cette nouvelle vague des Truffaut, etc., etc. Alors bon, moi je m'en doute quand même aussi un petit peu, parce que vous comprenez, il s'appelle Monsieur de Lapatelière, donc un aristo qui, en plus de ça, quand on regarde sa filmographie, a fait Saint-Cyr. Oulala, à l'époque, ça dérangeait. Aujourd'hui,
Peut-être que certaines personnes de gauche sont en esprit un peu plus ouvert, mais d'une certaine façon, dans cette époque-là, forcément, si vous étiez aristo et que vous aviez voulu être militaire, alors là, je peux vous dire que vous étiez direct au panier. Voilà, bon, point final. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait que Denis de la Patellière, mais vous allez voir, il est grand prince. Je vous parlerai, je conclurai avec une phrase qu'il a dite à propos des uns et des autres. Il avait aucune ni revanche, ni amertume, il était bien au-dessus de tout ça. Mais revenons au film, La rue des Prairies. Alors, d'abord, il y a un pré-générique qui explique, avec un plan où Gabin revient donc de captivité, donc filmé en plongée, ils sont quand même tout le poids de ces années de captivité, ce qui a jamais quand même été facile, hein, évidemment. Et quand il revient chez lui, on lui apprend, enfin il le savait, mais enfin il découvre vraiment que sa femme n'y est plus puisqu'elle est décédée, et elle est décédée en mettant au monde un garçon qui s'appelle Fernand, dont le père évidemment est inconnu parce que pour Gabin, puisque on sait bien qu'il était en captivité, donc c'est forcément pas lui qui a fait le bébé. Bon, et donc il y a un plan où on voit Gabin qui se penche sur le lit, et c'est un plan, et c'est là qu'on voit le tact du réalisateur, c'est neutre, c'est-à-dire il est au-dessus de ce bébé, enfin de cet enfant, sur le lit, ni effusion, ni rejet. Et je crois que là, on a le cœur du film, c'est-à-dire la paternité et les liens parentaux qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense. C'est-à-dire que Fernand, ce jeune garçon, et son père, son faux père, ils s'entendent à merveille. Et celui qui admire le plus ce père, justement, c'est Fernand. Beaucoup plus, vraisemblablement, que les demi-frères et sœurs qu'il a eus et dont le père est véritablement Gabin. Voilà, donc c'est quand même, c'est dit, mine de rien, c'est un sujet qui est traité avec beaucoup de légèreté, une sorte de désinvolture. Je reconnais qu'aujourd'hui, on comprend pas. Traiter des sujets aussi lourds avec désinvolture, alors ça, c'est une chose qu'on comprend pas. Mais je pense que c'est une façon très aristocratique de régler le problème, c'est-à-dire on agit, au lieu de parler pendant des heures, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans le Paris de ces années-là, on retrouve les stars de l'époque. Tout à l'heure, on a vu Zitrone, et puis il y avait je donne la parole à Raymond Marcillac. Raymond Marcillac, alors là aussi, c'était quand même une vedette. C'est lui qui s'occupait des sports à la télévision, et tout le monde se marrait parce qu'il arrivait toujours très très bien habillé, très fringant, machin, et il tenait à la main son chien qui était un dalmatien. Alors c'est vrai que ce dalmatien, ça faisait plutôt rigolo, quoi. Voilà, c'était le côté enfantin peut-être du personnage. Bon, et il y a dans ce film une scène de Gabin qui explique comment il faut s'y prendre pour gagner une course et dans le bistrot. Là, c'est une scène culte. Il est à cheval sur sa chaise, comme sur un vélo, avec les mots de Audiard. Et donc, voilà, c'est une séquence qui est formidable. Et moi, je pense que peut-être on pourrait l'écouter. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc, on écoute la fameuse séquence dans le bistrot avec Gabin et qui parle de vélo. Je te dis pas que ton fils n'a pas gagné, je te souligne seulement que Martin l'a surpris au démarrage. Il y a une nuance. Surpris, du meilleur surpris, toi. Tiens, quand tu causes vélo, c'est comme si moi je causais élevage de poules, tu connais que dalle. Alors Ouais, j'ai tout de même vu passer le Tour de France pas plus tard que cet été en Haute-Isère, à part ça. Oui, c'est bien ce que je dis, tu connais que dalle, tu confonds tout. Primo, monsieur, la cipale, c'est pas l'isoire. Secondo, voir passer une course, c'est peut-être un spectacle. Mais question bagage technique, zéro. Quand même vu Charlie Gaulle. Charlie Gaulle, bon, c'est un bon coureur, d'accord, mon Puis dis donc, si tu veux parler de la route, alors je peux te prendre là-dessus, parce que j'en connais un petit bout. Et puis je peux te dire qu'il y en a eu d'autres, des coursiers avant monsieur Charlie Gaulle, et puis des drôles de coursiers. Oh, des fantaisistes. Ah oui, je veux. T'as jamais entendu parler de monsieur Christophe, le vieux Gaulois, de monsieur Alavoine, de monsieur Tisse, Sieur, Lambeau, de monsieur Motia, et je ne parle pas d'Henri. Henri qui? Ernest, Henri qui, tu demandes de l'avenue? Mais Henri Pélissier, monsieur. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de dérailleur. On retournait sa roue pour le grimper, votre isoire. Seulement ça, c'est d'histoire. Ça s'apprend pas en vacances au bord des routes. N'empêche que ton fils, je voudrais bien le voir dans les heures, moi, tiens. Oh, tu as le con, ce mec-là, prends-le un peu, tiens, il m'essouffle. Oh! Écoute, Maudit, on causerait politique que tu te paumes dans les étiquettes, on l'admettrait. Mais le sport, c'est un truc propre. C'est pourquoi quand tu compares les sprinters et les grimpeurs, les pistards et les routiers, tu mélanges un peu les pédales. Tiens, c'est comme si t'additionnais les oiseaux avec les lévriers. Faut pas avoir été beaucoup à l'école, non? Allez, l'angine large, donne-nous dans le der, là. Non, c'est ma tournée. D'accord. On veut pas. Ce qu'on t'a dit, c'est pour toi. C'est pour qu'à l'avenir, si t'as à causer de bicyclette, tu débloques moins. N'empêche que je comprends toujours pas ce démarrage soi-disant voulu. Oh, merde, donnez-moi un vélo que j'explique, quoi. Carle-moi le cas. Oh là là. Je te parlerai même pas du braquet qu'on pousse, parce que là encore, t'y connais que dalle.
Bon. T'es au balustrade dans le dernier virage, hein? Et c'est toi qui mènes la bricole. Alors évidemment, tu surveilles le mecton qui est derrière. Comme ça. Sous les bradillons sans avoir l'air de rien. Bon. Et puis t'accélères un peu. Alors l'autre marlou derrière, faut qu'il se décide. Ou bien il reste dans ta roue, ou bien il plonge. Parce que s'il attend la sortie du virage, c'est toi qui démarres sous le pif, hein? Alors t'accélères un peu. Encore un petit peu. Voilà, donc évidemment, il y a de l'ambiance dans ce bistrot autour du petit vin blanc et voilà. Et donc, par les vélos, maintenant, vous saurez tout sur le vélo. Voilà, donc c'était un extrait du film La Rue des Prairies, un film de Denis de la Patellière, un film de 1959. Et les dialogues entre, il y a aussi ça, c'est que avec son fils Fernand et son père, les dialogues sont très toniques, bien joués par, d'ailleurs, le jeune garçon Fernand est joué par Roger Dumas, qui était alors, ça c'est pour la petite histoire. Allez, on va faire un peu les pipelettes. C'était le mari de Marie-Josée Natte, qui d'ailleurs l'a abandonné, et ça a été un jour une catastrophe terrible pour Dumas. Il lui a fallu des années avant qu'il s'en remette, mais enfin bon, je ferme la parenthèse. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde en parlait dans le cinéma. C'est vrai que les gens, ils aimaient bien les petits potins, hein. Alors maintenant, je sais bien que ça se fait par Internet, et comme c'est anonyme, on dit n'importe quoi. Mais à l'époque, quand même, les gens, c'était pas faux les histoires qui se racontaient, mais les secrets, il y en avait pas tellement. Bon, bref, voyez, comme quoi les choses, bon, elles changent pas vraiment, quoi. Et donc, passons sur Marie-Josée Natte. Oui, c'était pas une nana très très sympa, mais enfin bon, passons. Alors bref, donc le jeune Fernand dans le film, à un moment c'est ça dirlo parce qu'il va à l'école et puis il veut plus y aller. Enfin bon, on lui dit et d'ailleurs son père confirme, tu es antisocial et un emmerdeur, voilà. Et donc alors, ce que je trouve aussi intéressant dans le film, c'est qu'on fait pas de la psychologie, comme aujourd'hui on veut expliquer la psychologie de bistrot d'ailleurs. Le public comprenait. Le public était pas complètement abruti. Il comprenait les silences. Et les silences étaient très explicites. Donc, alors bon, voilà. Donc Alors, il y a une autre séquence dans le film qui est très amusante aussi. C'est le bal. On s'aperçoit que Gabin savait très très bien danser, ce qui est pas faux. Et puis à un moment, il y a un quiproquo parce que tout d'un coup, les amis de Fernand croient que c'est sa sœur qui danse avec un vieux. Ils avaient pas repéré que c'était le père. Alors donc, ils commencent à faire des remarques un peu désagréables. Et Fernand, il vole dans les plumes. Voilà. Et donc là aussi, le réalisateur, sans explication, par un montage cut, il fait en sorte que père et fils, donc Fernand, parce que le père est très en colère, parce que tout d'un coup, Fernand s'est battu encore avec ses copains, il est très en colère, mais si vous voulez, après cette colère, on s'est monté cut, on les retrouve tous les deux, ça veut dire que la colère est passée, vous voyez, c'est ça l'art de l'ellipse, c'est l'art de raconter, et ils sont sur un pédalo, tous les deux, l'un à côté de l'autre, sur la scène, en train de pédaler. D'ailleurs, un montage qui est très rigolo, parce qu'ils sont certainement ça a été tourné en studio, mais avec derrière une transparence, enfin vous connaissez le principe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des fonds verts sur lesquels on pouvait faire des incrustations, ça n'existait pas. Et donc là, ils sont tous les deux sur le pédalo, face à nous, et tout d'un coup, Fernand, il dit comme ça à son père, au fond, tu m'aimes bien, et donc ça aussi, ça fait partie de la tradition aristocratique, on répond pas à ce genre de questions, simplement il lui dit, écoute, on est en train de pédaler, pas de diversion, c'est-à-dire il répondra jamais ni oui ni non, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est intéressant parce qu'en même temps, on s'aperçoit que ce sont des scènes entre deux taiseux, et au fond, c'est par ces scènes-là que l'amour se mesure, quoi. Voilà, donc c'est très très bien fait. Il y a une autre séquence qui est aussi très amusante, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du bistrot avec Gabin, les copains, le petit verre de vin blanc, etc., etc. Et Odette, qui est devenue donc, elle fait des photos. Eh bien, elle a rencontré un homme qui est un genre, on va dire grand bourgeois. Et donc, quand il décide d'épouser Odette. Alors là, à ce moment-là, le père est pas d'accord, et donc Gabin, décide d'aller rencontrer ce futur mari. Et alors, dans cette séquence, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de mépris, mais on s'aperçoit, par les dialogues aussi de Audiard, le match est nul. Alors, notamment, il y a le snobinard, là, qui est friqué, quand il arrive, Gabin, et il y a une musique tonitruante, on se demande ce que c'est. Eh ben, si, c'est tout simplement la messe en si mineur de Bach. Voilà. Et alors, il s'excuse, il dit, attendez, je vais peut-être descendre la messe. Il dit, parce que je suis désolé, je n'ai pas d'accordéon à vous proposer. Voilà. Donc, ça veut dire, là aussi, on est dans tous les poncifs.
Et Denis de la Patelière s'amuse beaucoup avec des clichés. Vous voyez, le côté populaire, c'est le bistrot. Et même à un moment, il lui dit, qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? C'est vrai que je n'ai pas de Pernod non plus. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc ça, je trouve, c'est quand même très, très amusant. C'est caricatural, mais en même temps, c'est fait quand même avec beaucoup de bienveillance. Et je trouve que là, la réflexion de Gabin, il va avoir une réflexion qui va scier l'aristo, parce que d'habitude, quand tout d'un coup un père d'un milieu modeste voit sa fille qui va se marier avec un homme friqué, en général, il se frotte les mains, quoi. Tandis que là, pas du tout. Gabin lui dit qu'il préférerait. Il dit, je suis d'accord, soyez son amant, mais pas son mari. Donc voilà, d'ailleurs, même le futur mari en question, il est un peu interloqué. Voilà, donc évidemment, avec le dialogue, il y a une surenchère pour insister sur l'âge avancé du monsieur, parce qu'en effet, il est beaucoup plus âgé que Odette. Alors Gabin lui dit, et puis soyez son amant avant de passer à la camomille. Alors, et l'autre lui répond, ben oui, vous voulez dire l'extrême onction. Voilà, donc tout ça, évidemment, est charmant, cette espèce de joute verbale, c'est un vrai bonheur. Évidemment. Et puis à un moment, il y a aussi cette différence de classe est aussi évoquée. Je passe sur le sujet, mais il y a une avocate qui dit, bon, bah, écoutez, je vais m'occuper de l'affaire, mais allez, mangeons du caviar, ça va me rebooster. Et alors, cut, là aussi, monté cut, juste après, on voit Gabin, lui qui dit, oh, bah, je vais acheter du thon. Voilà, donc ça veut dire que, et il dit, j'aime pas le thon, mais j'achète le thon. Bon, on a compris que c'était dire aussi, vous avez beaucoup de gens qui se la pètent, qui bouffent du caviar, alors qu'ils détestent le caviar. Voilà, donc tout ça est très finement fait, et c'est un vrai bonheur, évidemment. Denis de la Patelière s'amuse aussi beaucoup avec les rapports entre hommes et femmes. Et notamment le jeune Fernand, qui est très innocent, il a quitté la maison et il est dans un resto, il peut pas manger, puis il y a une dame très au grand cœur qui vient lui dire, bah écoute, oh bah dis donc, je vais t'offrir de quoi manger, et puis tu sais pas où aller pour crècher, bah tu peux venir dans mon lit. Alors bon, évidemment, il monte dans le lit et lui, il avait pas du tout pigé que c'était une péripatéticienne, quoi. Et donc, en revanche, quand elle lui dit son âge, il a 17 ans. Alors elle, ni une ni deux, elle va voir la police et donc on vient rechercher ce pauvre Fernand qui est dans le lit, là, en train de roupiller tranquillement. Bon, voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une garce au grand cœur, mais pas vraiment au grand cœur, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, évidemment, après, à la fin, vous avez des gens qui disent, oh là là, c'est bâclé. Oui, pourquoi pas, c'est pas gênant. C'est-à-dire que bon, donc, on sauve le Fernand, parce que sinon, on était prêt, on croyait qu'il était abandonné complètement dans la rue. Et donc, finalement, c'est le père qui va à nouveau s'en occuper. Pourquoi? Parce que quand il y a ce fameux procès où on se demande si on peut laisser cet enfant aux mains de son père, eh bien, autant les deux vrais enfants, si je puis dire, de Gabin sont assez vachards, mais enfin, c'est l'avocate qui leur avait soufflé les réponses. Celui qui est dithyrambique et qui ne dit il y a qu'une personne que je souhaite imiter, c'est mon père. Voilà, et donc voilà, c'est un truc formidable. Donc les voilà repartis tous les deux, pas bras dessous, mais presque. Et tous les ennuis évidemment se sont dissipés. Mais quand Gabin dit à son fils Fernand, mais dis donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Alors que tous les ennuis qu'il a eus, c'est parce qu'il avait quitté l'école. Eh bien, il dit, peut-être que j'aimerais bien revenir à l'école, voilà. Et alors là, évidemment, on se rappelle une phrase qui a été dite dans le bistrot, avec les gens de très bon sens, quand Gabin, quand même, s'inquiétait un peu pour Fernand, et Fernand, quelqu'un lui a dit, mais Fernand est capable de devenir député? Eh ben oui, parce que justement, quand on est un peu couillon, peut-être qu'on peut devenir député. Voilà, on n'a peut-être pas besoin de faire des études. Voilà, donc voilà, tout ça évidemment est charmant. Faut le prendre au premier degré. C'est un film qui est sans prétention, qui est très bon enfant, dans un Paris extrêmement joyeux, très populaire, mais sans vulgarité. Et alors, je voulais revenir aux dernières phrases de Denis de la Patelière, quand il s'est vu jeté par les gens de la Nouvelle Vague. D'abord, je vous le disais, il a eu aucune amertume. Et puis, il a dit lui-même, je crois que c'était en 2002, je cite, « J'étais un metteur en scène commercial. Et ce n'est pas, pour moi, un mot péjoratif. Je n'avais pas l'ambition de faire une œuvre, mais de réaliser des spectacles et d'intéresser les spectateurs.
Ben écoutez, franchement, mission accomplie. Et d'ailleurs, je me doutais quand même que c'était pas un navet, ce film, parce que le fait qu'il ait été, diffusé sur Arte, je me suis dit, bon, voilà, effectivement, c'est un film qui se regarde avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et quand vous avez vu le film, alors vous en connaissez un rayon sur le vélo, hein, ça je vous le cache pas. Bien, ben écoutez, cette émission est rediffusée à 16h30, toujours le mercredi. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Vous pouvez aussi le voir sur le podcast au com. Et nous, on se revoit très bientôt. Merci Pierre-Jean.